Bienvenue sur Clapotis. Aujourd'hui, nous allons dans cet épisode nous intéresser à un pan de l'histoire littéraire, plus précisément le romantisme. Et oui, savoir identifier un mouvement littéraire, connaître ses caractéristiques, par ses thématiques, ses particularités d'écriture, est fondamental lorsque vous allez être amené à construire votre commentaire littéraire sur un texte inconnu le jour de l'écrit. Par exemple, si vous voyez une date autour des années 1820 et que vous êtes incapable de le situer dans son contexte historique et littéraire, eh bien vous êtes sûr que vous risquez d'oublier, au pire, de rater un pan de l'analyse attendue. Par contre, si vous êtes capable de mettre en évidence des points majeurs de ce mouvement littéraire auquel appartient le texte que vous devez étudier, eh bien, ils vous permettront d'orienter vos analyses littéraires et stylistiques de façon pertinente et cela ne sera plus qu'apprécié par, bien sûr, votre futur correcteur. Et donc, aujourd'hui, vous avez compris que nous allons nous intéresser à un des mouvements majeurs du XIXe siècle qui a inauguré ce siècle, qu'on a appelé le romantisme. Au même titre que les autres épisodes consacrés à la série d'histoire littéraire, vous trouverez bien sûr des infographies qui accompagneront ce podcast, l'une plutôt sous forme de chronologie du siècle, ou du moins de la période de ce mouvement, et puis l'autre qui vous résumera, vous synthétisera les grandes caractéristiques à retenir de ce mouvement, les noms majeurs des auteurs qui ont marqué ce mouvement et quelques citations que vous pourriez réutiliser en guise, par exemple dans l'introduction de votre commentaire ou en guise d'ouverture de votre conclusion générale. Alors c'est parti, intéressons-nous donc à ce mouvement majeur qu'a été le romantisme. Alors il faut savoir que plus qu'un courant littéraire et artistique, le romantisme désigne une nouvelle manière de penser et de vivre. Il naît, pour le situer un petit peu historiquement et pour que cela vous aide, il naît à l'issue du XVIIIe siècle et connaît son apogée dans les années 1820-1830 pour avoir une influence manifeste jusqu'à peu près 1850 ou si on se fie à l'histoire plus précisément 1848, on reviendra sur cette date tout à l'heure. Il faut savoir qu'il se développe en Allemagne, en Angleterre, puis en France. Et il va, quelque part, si on fait une première définition, manifester pendant ce XIXe siècle le triomphe de la sensibilité et le rejet de l'ordre classique au profit de la liberté de création. Alors, dans un premier temps, l'adjectif romantique au XVIIe siècle est synonyme de romanesque pour désigner les sentiments et les aventures propres au roman. Donc ça, c'est intéressant de savoir que c'est le premier sens que l'on a à l'époque classique. À la fin du XVIIIe siècle, il correspond plutôt à l'évocation de paysages mélancoliques, et c'est à partir de 1820 que le mot romantisme désigne ce mouvement littéraire et culturel qui va rassembler des artistes de tous horizons et qui vont se réclamer de cette nouvelle sensibilité, à savoir l'expression d'un sentiment de révolte contre l'ordre établi et l'exaltation d'un moi intime et lyrique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, cette expression, lyrique, cette exaltation du moi, apparaît quand même fin XVIIIe siècle, lorsque certains artistes vont prendre le contre-pied de l'idéal des Lumières, ce côté extrêmement rationnel. En littérature, par exemple, vous avez Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre qui expriment déjà cette idée ce goût de la solitude, la quête d'un refuge au sein de la nature, et ça on le verra justement, de nouveau tout à l'heure on abordera plus précisément les thèmes chers aux romantiques. Et puis vous avez aussi, toujours au XVIIIe siècle, de son côté Diderot, qui réclamait une poésie fondée sur la mélancolie, des ruines, l'émotion des ténèbres, le silence de la nuit. Et ça, on le retrouvera aussi, évidemment, dans la poésie romantique. On peut dire que le romantisme a été influencé d'ailleurs par d'autres littératures, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas apparu tout d'abord en France, mais en Allemagne et en Angleterre.
Et donc la littérature allemande va beaucoup influencer nos auteurs romantiques. On va avoir, Goethe, Novalis, qui vont beaucoup les influencer. Dans la littérature anglaise, vous allez avoir, Shelley, Keats, bref, toute une génération d'écrivains qui vont exprimer au début du 19e siècle les passions, hein, qui les agitent et les passions qui agitent les plus secrètes parties de leur cœur, hein, comme, on pourrait reprendre une citation. Et donc vous allez avoir cette sensibilité nouvelle qui, à l'issue de la Révolution française, va apparaître effectivement à Paris, par ces auteurs, ces artistes exilés qui reviennent et qui vont exprimer ces nouvelles idées. On pourrait prendre déjà comme exemple Chateaubriand avec le génie du christianisme en 1802 ou encore de l'Allemagne par Germaine de Staël en 1810, qui vont connaître d'ailleurs un immense succès. Alors, on a souvent coutume de dire que le romantisme est étroitement lié aux événements historiques et aux soubresauts de l'histoire et de la société. Si on regarde de plus près, donc si vous vous souvenez, on a dit que le romantisme en France va surtout se déployer entre 1800, va connaître son apogée dans les années 1830 pour un peu, et finalement décliner après, 1848. Et si on regarde bien donc, ces évocations, ces simples évocations montrent bien que le romantisme va, épouser ces soubresauts de l'histoire. Quels sont ces soubresauts? Eh bien, c'est, tout d'abord une forte instabilité politique. On a de nombreuses, on a une succession, on va dire, de régimes, car, si on regarde de près, effectivement, on passe de la Révolution française, la fin de l'Ancien Régime, qui, se voit ensuite, remplacé par, le Premier Empire dans un premier temps, qui s'achève avec la débâcle de Waterloo en 1815. Ensuite, on a la Restauration, jusqu'en, 1830 avec Louis XVIII, Charles X, les Trois Glorieuses, du 27-29 juillet 1830, qui voient Louis-Philippe, devenir roi de français. Mais, finalement, toujours avec cette idée qu'aucun de ces régimes ne parvient à répondre aux aspirations, du peuple, qui, finalement se voit plongé dans la misère avec ce déploiement de la société industrielle. Et puis 1848, c'est une nouvelle révolution, dans laquelle d'ailleurs vont s'engager de nombreux écrivains comme Lamartine, Hugo, qui vont conduire à, la naissance de la Deuxième République, mais tout de suite suivi par le coup d'État, de Louis-Napoléon Bonaparte, en 1851, qui aboutira, vous le savez, au Second Empire de Napoléon III, combien décrié par Hugo, puisque Napoléon III sera traité, par ce dernier par, l'expression, Napoléon le Petit. Donc vous voyez bien que tous ces soubresauts, de l'histoire, eh bien, le romantisme va se développer en même temps que ces mouvements, qui veulent aboutir à l'avènement difficile de la démocratie. Il se développe en même temps que ces mouvements, de libération nationale, dont il va d'ailleurs exalter les valeurs dans bon nombre de ses écrits. Mais on pourrait dire qu'après un premier moment d'enthousiasme royaliste, beaucoup vont être déçus par la médiocrité de la Restauration, la monarchie de Juillet, ce Napoléon III qui n'est qu'une pâle copie, de son oncle, ce qui expliquera beaucoup, pourquoi beaucoup vont s'engager dans la vie politique, hein, comme Chateaubriand, Lamartine, Hugo. Mais toutes ces déceptions vont aboutir à une première caractéristique qu'il faudra retenir du romantisme, c'est l'expression de ce que l'on appelait le mal du siècle. Alors qu'est-ce que c'est que ce mal du siècle que décrivait notamment, Musset? Eh bien, c'est l'expression de cette jeune génération romantique qui est née après la Révolution et qui va donc être déçue face à l'émergence, entre autres, d'une classe bourgeoise qui va être plus préoccupée par la réussite personnelle que par vraiment l'exaltation, d'une nation. Donc, ce mal du siècle, ils vont l'exprimer justement à travers leurs écrits, notamment avec la notion du héros romantique qui va être solitaire, sensible, qui va confier ses souffrances, exprimer ses angoisses à l'image des angoisses de sa génération
et on va le retrouver à travers cette expression du mal du siècle. Ce qui nous permet d'aboutir et de, à partir de maintenant, exprimer véritablement ce qui va faire la caractéristique de ce mouvement, et donc forcément des thématiques abordées. Alors, ce mal de siècle va bien sûr, dans un premier temps, se traduire dans les écrits romantiques par l'expression d'une sensibilité exacerbée. Vous allez avoir une poésie lyrique qui va, exprimer les tourments de l'individu, et donc l'exaltation du moi. Cette, sensibilité exacerbée d'ailleurs, c'est intéressant de le voir et on revient à ce qu'on avait dit au tout début, hein. Il faut savoir que le romantisme n'est pas qu'un mouvement, littéraire, mais vraiment un courant artistique. Cette sensibilité exacerbée, cette expression du mal du siècle, va se retrouver d'ailleurs dans d'autres domaines comme la musique. Beethoven, Schubert ou encore Chopin vont traduire à leur façon les grands tourments de l'âme, de façon, évidente et réussie. Alors ça, c'est la première thématique, hein, cette idée d'une sensibilité exacerbée, l'expression d'un mal du siècle. Mais il y a d'autres, grands thèmes que vous pourrez, rencontrer dans les textes sur lesquels vous aurez à, cogiter. On pourrait les lister de la manière suivante. Par exemple, l'affirmation du moi. Ça, c'est typiquement romantique. Il y a l'expression de la crise des valeurs, le repli de l'individu. Donc ce héros, romantique est souvent, marginal, révolté, qui a un tempérament passionné et vous retrouverez, bon nombre de cette thématique, dans notamment, les, poésies ou encore les drames romantiques. Alors on pourrait se référer à des œuvres majeures, sur lesquelles d'ailleurs vous pourriez tomber le jour de l'écrit, qui illustrent cette idée de l'affirmation du moi et cette dominante autobiographique. C'est les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand ou bien encore, La confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Donc thématique, mal du siècle, affirmation du moi. On a aussi d'autres thématiques récurrentes chez les romantiques, c'est la thématique du rêve et de l'irrationnel et tout ça, ça s'enchaîne de façon logique. Il y a un besoin effectivement d'évasion par rapport à ce que l'on a dit, hein, le contexte historique, social, un besoin d'évasion qui va pousser ces artistes, romantiques à voyager, à s'intéresser à d'autres contrées, d'autres époques lointaines. Et donc dans la littérature romantique, vous allez avoir le goût pour l'Orient, par exemple, le goût de cet ailleurs, hein, qui est méconnu et qui fascine, ou encore le goût pour le Moyen Âge. Et ça aussi, vous le retrouvez dans, bon nombre de leurs écrits, avec aussi cette, idée du surnaturel et du fantastique qui les séduisent et qui leur permettent de développer leur imagination. Des auteurs comme, Théophile Gautier ou Gérard de Nerval vont reprendre et développer justement cette, thématique. Donc, l'image de l'ailleurs, va se retrouver d'ailleurs dans des compositeurs, romantiques allemands comme, Schubert ou Schumann qui vont mettre en musique cette image, justement de, l'exotisme ou de l'ailleurs, méconnu et qui, bien sûr, fascine. Donc vous voyez encore une fois, combien, les artistes romantiques vont, échanger et travailler ensemble, hein, musique, littérature, peinture, bref, tous ces artistes se connaissent et développent justement ces thématiques communes. Rêve irrationnel, affirmation du moi, mal du siècle. On a aussi la thématique de la solitude qui apparaît, avec aussi très souvent l'évocation des ruines et des paysages éloignés de l'agitation du monde. Ce sont des lieux d'élection aussi pour ces romantiques solitaires qui leur permettent d'une certaine manière de placer l'homme au centre de l'univers et donc vous allez avoir ce goût de l'isolement et donc l'apparition très souvent chez les auteurs romantiques, des paysages sauvages, de l'évocation des montagnes, de l'infini, de l'océan qui deviennent des lieux d'inspiration et l'homme romantique entretient alors avec eux un lien mystique presque, de façon évidente. Là, je vous renverrai par exemple au tableau de Friedrich qui montre ce fameux homme qui surplombe une mer, de nuages, dans la montagne, dans les montagnes et qui vraiment symbolise à sa manière le côté tout à fait romantique, isolé.
Vous retrouverez ce tableau d'ailleurs sur l'infographie qui résume, les grandes idées, les citations et les auteurs majeurs. Alors, évoquer les thématiques romantiques, c'est aussi évoquer les genres littéraires qu'ils vont majoritairement utiliser pour déployer toutes ces idées. Bien sûr, la poésie, trouve leur faveur et plus particulièrement la poésie lyrique, puisque c'est elle qui va leur permettre d'exprimer leur sensibilité. Vous trouverez, ces thématiques dans la poésie de Lamartine, d'Hugo, de Vigny, du Musset. Parfois même, cette poésie va devenir philosophique, comme chez Vigny dans l'œuvre Les Destinées. Elle va devenir épique, voire bien sûr engagée, chez un auteur que vous connaissez qui est Victor Hugo. On évoquerait tout simplement La Légende des siècles ou encore Les Châtiments. La poésie devient une arme sous la plume de cet auteur, qu'est Victor Hugo, qui certainement incarnera le mieux tout l'élan romantique et tous ces idéaux et toutes ces idées qu'il voudra, déployer, tout au long de sa carrière. Donc la poésie, bien évidemment, lyrique, domine, la scène romantique. Mais vous avez aussi un autre genre que vous connaissez bien sûr, qui est le drame romantique, qui va permettre de déployer au théâtre, ces thématiques qu'on a évoquées aussi, précédemment. Alors bien sûr, celui qui va être le chef de file, encore une fois, c'est Hugo qui va en exprimer tous les principes dans la préface de Cromwell. Ces principes du drame romantique, c'est bien sûr refuser, et rejeter les règles du théâtre classique, hein, les fameuses règles des 3 unités, refuser, la bienséance, refuser, justement, ces codes, hein, qui empêchent, de représenter la vie sur scène et ça vous le trouverez aussi, hein, cette grande théorie d'Hugo, consiste à mélanger les genres en faisant en sorte que dans le théâtre, on y trouve à la fois du grotesque, mais aussi du sublime. Parce que pour lui, l'idée, le drame romantique doit être, la traduction de la vie et la vie étant, mêlée, mélangée de différentes humeurs, différents tourments, elle doit, être représentée sur scène de la sorte. D'où, l'idée dans le drame romantique que l'on côtoie aussi bien des personnages sombres que des personnages qui vont prêter à, rire, sourire. Donc ça, c'est, une des caractéristiques aussi du drame romantique, le mélange des genres, et bien sûr, un personnage qui va devenir un héros révolté, donc ça rejoint les thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, l'affirmation du moi. Un personnage révolté, alors bien sûr, les personnages les plus représentatifs de ce drame romantique et que vous devez connaître, hein, c'est Hernani et Ruy Blas. Et là, je vous renvoie aussi à l'infographie sur laquelle vous retrouvez, cet ouvrage de référence qui vous résume ces pièces majeures. Et bien sûr, ces genres littéraires, vont s'imposer sur la scène romantique, mais avec quel effort justement, les auteurs, romantiques vont déployer, leurs convictions, ça se traduira de manière symbolique et vous la connaissez cette histoire-là, la fameuse bataille d'Hernani, en 1830 qui, fera que, le drame romantique s'imposera après une bataille vraiment au sens, véritable du terme, hein. C'est-à-dire que les pros classiques et les pros romantiques vont s'affronter, non pas sur la scène de la Comédie Française, mais, au sein de la salle, du public et vous connaissez peut-être aussi l'issue de cette bataille et vous en doutez, ça sera l'avènement du drame romantique, donc à partir de cette année 1830 jusque à peu près dans les années 1850. Donc on voit bien, la richesse en littérature, du romantisme, hein, qui va savoir, déployer toute cette thématique grâce à ces 2 genres majeurs que sont la poésie et le drame, donc le théâtre et vous voyez aussi, combien cet élan, va, perdurer pendant de nombreuses années. Voilà, on voit bien comment alors le mouvement romantique a vraiment eu une importance majeure
sur le 19e siècle, par cet épanouissement du moi lyrique. Mais attention, il ne faudrait pas, le réduire à cette idée d'une voix, élégiaque, solitaire, ce héros révolté, exclu de la société. C'est aussi le romantisme une force presque conquérante. C'est, un hymne à l'énergie et à l'enthousiasme. Pour preuve, hein, ce qu'on a évoqué par, les nombreuses batailles et les engagements politiques qu'ont eu certains de ces artistes, des batailles qui ont été incessantes. À quel prix? On l'a vu, avec la bataille d'Hernani et pour, imposer le drame romantique. Et le romantisme va avoir une postérité, c'est évident, influente sur les mouvements qui vont suivre. Et ça, je vous invite bien sûr à écouter les autres, podcasts de la série d'histoire littéraire, mais vous verrez bien combien, même s'il décline, après 1850, il va avoir, cette, influence évidente sur, par exemple, le réalisme, hein. Il va, par son exigence de modernité, son goût du vrai, ouvrir la voie justement à ce mouvement qui va, lui succéder. Encore un autre exemple, hein, cette idée de la rêverie, du rêve, du goût de l'ailleurs, bah, vous allez le retrouver bien sûr dans toutes ces explorations poétiques, que va faire un célèbre poète que vous connaissez, par exemple Baudelaire. Donc on voit bien comment, ce mouvement, a marqué son époque et marquera les suivantes. Donc je vous invite à regarder les infographies qui accompagnent ce podcast et sinon je vous dis à très vite pour d'autres épisodes consacrés à la série d'histoire littéraire sur Clapotis.